Mila ressemble à beaucoup de jeunes filles de son âge. Mais si sur la toile, elle est hyperactive, dans la vraie vie, Mila est presque invisible. Elle est protégée 24 heures sur 24, jour et nuit, par plusieurs officiers de sécurité. Mila a déménagé et vit désormais seule dans un petit appartement dont l'adresse est tenue secrète. Elle n'est plus scolarisée, elle prépare son bac par correspondance avec le CNED. Mila, elle, se concentre sur ses passions, le maquillage d'effets spéciaux et l'écriture. Elle s'apprête d'ailleurs à publier un livre sur son histoire, intitulé « Je suis le prix de votre liberté ». Et l'info de dernière minute, le procès a été renvoyé au 21 juin après l'examen de questions de procédure. Merci Juan Branco d'être là, merci d'être avec nous. Et vous êtes l'avocat de l'un des accusés. Et Jean Messia, bien sûr, président de l'Institut Apollon, toujours. Alors déjà, comment se déroule le procès? Écoutez, on a déposé ce qu'on appelle des questions prioritaires de constitutionnalité aujourd'hui. Enfin, je les ai déposées, on en a discuté quasiment tout l'après-midi, qui visent à faire sauter la loi Schiappa de 2018, qui est celle qui permet ces procédures. En gros, la loi Schiappa, ça fait que même si vous n'avez pas harcelé quelqu'un, c'est-à-dire vous avez fait un seul message sur un sujet, vous pouvez être poursuivi parce que d'autres personnes ont écrit à ce sujet et ont fait des menaces, ont fait, etc. Et moi, c'est ce qui est arrivé avec un de mes clients. Il s'est réveillé un matin en novembre, le 15 novembre 2020. Il a vu que Mia était en top tweet, qu'elle avait encore fait une déclaration sur l'islam extrêmement violente. Et il a décidé il a écrit un message graveleux, sans menace, mais un peu dégueulasse, quoi, où il dit en gros qu'elle ne doit pas être très satisfaite dans sa vie sexuelle, en des termes un peu plus crus, et qu'il faudrait corriger ça. Et il s'est retrouvé, et c'est tout. Vous voyez, s'il s'exprimait là comme ça, pourquoi? Parce que en fait, Mila, entre-temps, elle avait fait tous les médias, elle était à Quotidien, avec le gouvernement, avec ses confrères et tout ça, enfin avec mes confrères, ils ont fait monter la sauce pour en faire une affaire énorme, nationale. Moi, je trouve ça vraiment sale, l'idée d'instrumentaliser une adolescente qui, évidemment, à son âge, elle fait des déclarations qu'elle peut comprendre, pas comprendre, dont elle peut comprendre la portée pas. Et en fait, il y a des adultes, des gens plus vieux qu'eux, qui tout d'un coup mettent la main dessus, en fait, et essaient d'en faire un débat qui va diviser la société, qui va accroître les violences et les tensions. Et moi, mon client, et cela, c'est à ce moment-là, c'est pas au début, et je vais vous dire, lors de la première déclaration. Aussi, que cette affaire a été aussi médiatisée parce que tout le monde a voulu la récupérer. C'est ça aussi qui fait qu'elle a été aussi médiatisée. Donc là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. Je suis arrêté. Pas l'extrême gauche, en tout cas. Ça a été un déferlement. Tout le monde a voulu s'approprier cette affaire et être le défenseur et l'avocat de Mila. Et du coup, on raconte n'importe quoi sur l'affaire. Et du coup, on pousse les gens, les Français, en fait, à se prononcer dessus, à être extrêmement virulents. Ils se disent, mais attendez, c'est un scandale. Parce qu'évidemment, on a tous de l'empathie, naturellement, pour une jeune fille qui est menacée, qui par ailleurs, c'est vrai qu'il y a des menaces de mort graves, et il y a des choses qui doivent être condamnées. C'est évident. Alors, mais c'est juste l'instrumentalisation qui me semble vraiment sale. Justement, regardez ce qu'a dit l'avocat de Mila tout à l'heure, et il explique sa nouvelle vie. Alors, juste un peu, pour avant rappel des faits, 18 janvier 2020, c'est Mila, donc une jeune lycéenne de 16 ans, qui publie une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle y critique fortement l'islam et l'insulte même avec de nombreux mots très déplacés. Le Coran, il n'y a que de la haine là-dedans. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Voilà ce qu'elle a dit. Très vite, la vidéo se répand sur les réseaux sociaux et fait un énorme buzz. Certains internautes qui n'acceptent pas que l'islam soit critiqué et insulté réagissent très violemment. La jeune fille se fait harceler, elle est insultée et menacée de mort. On la traite de française de merde, de pute LGBT, de sale chienne. On menace de la brûler ou de l'enterrer vivante. On peut dire que ça va très 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 loin. Et le débat prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux où les hashtags je suis Mila s'opposent au hashtag je ne suis pas. Mila, après l'affaire, est récupérée par de nombreux politiques, comme vous l'avez dit, et de nombreuses personnes. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, son avocat, Richard Malka, s'est exprimé et il nous dit qu'elle a reçu plus de 100 000 messages de menaces de mort par jour. Regarde. Écoutez, aujourd'hui, je défends une jeune fille de 18 ans qui, depuis 18 mois, a reçu plus de 100 000 messages haineux et de menaces de mort, lui promettant de se faire découper, ligoter, écarteler. Alors moi, je m'y fais pas. Moi, je m'en remets pas tous les jours. Et je ne me remets pas non plus du fait que l'école, notre système éducatif, lui ait dit qu'on ne pouvait pas la protéger et que ce soit elle qui ait été écartée. Moi, je ne me remets pas que ce soit la seule jeune fille de ce pays, pour la première fois de notre histoire, qui doit être protégée 24 heures sur 24 par des policiers. C'est insupportable. Alors, et donc vous êtes, Juan Branco,
un des avocats de l'un des accusés, de ce qu'on appelle les cyberharceleurs. Et le profil de ces harceleurs de Mila sont des gens sans casier judiciaire, de toute origine, hein, vraiment. Voilà, regardez. Les personnalités lambda, ils ont entre 18 et 30 ans. Alors il y a parmi ces personnes 3 jeunes femmes, 3 jeunes filles et 10 hommes. Il y a des cuisiniers, il y a des étudiants. Tout à l'heure, on avait même vu l'avocat d'un surveillant d'un lycée agricole qui comparait aujourd'hui. Ils ont indiqué en fait qu'ils ne pensaient pas que ça allait prendre une telle ampleur, que ça allait avoir de telles répercussions. Elles encourent des peines qui peuvent être assez lourdes. Hein. C'est 2 ans de prison, 30 000 € d'amende pour le harcèlement en ligne. Et pour les menaces de mort, ça c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Alors, justement, on vous pose la question, faut-il emprisonner les cyberharceleurs? Jean Messia, vous dites oui, bien entendu. Les emprisonner, ça dépend de la gravité des faits, parce que le cyberharcèlement, ça peut aller de la menace de mort réitérée au simple fait que de recevoir un message d'insulte. Bon, moi, personnellement, par exemple, je reçois des menaces de mort réitérées, je porte plainte, et j'attends bien que si la même personne me menace de mort à plusieurs reprises, menace de mort mes enfants, eh bien la justice ne peut pas rester les bras croisés. Mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez, maître, il y a un instant, c'est que, en fait, on est dans une configuration un peu bizarre, et ce que la défense que vous avez excipée tout à l'heure m'a un peu surprise. Donc, en gros, à partir du moment où il y a des effets de groupe, ça déresponsabilise en quelque sorte les individus qui participent. On a exactement la même logique qui joue lorsque vous avez une horde de personnes qui s'attaquent à une voiture de flic et qui jettent des cocktails Molotov et veulent les brûler. Comme on n'a pas les preuves en fait de qui a fait quoi, mais qu'on a juste la preuve du groupe, on dit finalement les mêmes avocats disent non, les individus ils ne sont pas identifiés comme ayant participé. Vous savez, la dernière fois que ce genre de logique a été adoptée, vous pouvez faire des phrases courtes. La dernière fois que cette logique a été adoptée, c'était au moment des grands totalitarismes du XXe siècle et en particulier du fascisme et du nazisme, où effectivement on a déresponsabilisé les individus en disant on recevait des ordres, on appartenait à un système. Alors c'est pas exactement la même chose aujourd'hui, mais moi ça me choque. Je pense que j'ai compris. D'abord, moi, je me bats pour éviter à des personnes d'aller en prison, pas l'inverse. Donc, je ne suis pas dans une logique répressive à ce stade. Ça, c'est la première chose. La deuxième, justement, le problème de la loi Schiappa là, de 2018, c'est qu'elle permet de faire arrêter des personnes et de les mettre en prison, y compris si elles ne sont pas coordonnées ou qu'elles n'avaient pas l'intention d'agir ensemble. C'est ça qui est grave. C'est là où il y a une différence qui est importante. En l'occurrence, mon client, il s'est juste prononcé sur une affaire hyper médiatique. Il a fait un commentaire qui est pas intelligent, très bien, mais il a été arrêté chez lui à 6 h du matin, mis en garde à vue, menotté à Lisieux, sorti de chez lui, amené à Paris pendant 48 heures pour être mis en garde à vue. Il a un contrôle judiciaire avec un pointage. Le domicile de ses parents a été perquisitionné. Vous savez à quel point ça peut être violent, une perquisition. Imaginez-vous pour la mère d'un gamin qui n'avait jamais rien fait, aucun antécédent judiciaire, etc. Je vois déjà la récupération venir sur cette affaire. Je tiens à préciser qu'il est catholique en plus. Donc il n'y a même pas... il n'y a aucune justification. Ça aussi, on peut s'interroger sur l'échantillon, parce que quand vous avez 100 000 menaces de mort, qu'on ne vienne pas nous expliquer que c'est des catholiques et des athées. C'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait... Il y a évidemment 99% des gens qui ont menacé qui sont des musulmans ou des musulmanes. En fait, là où cette affaire est intéressante, c'est que justement, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement est complètement impuissant sur cette affaire. Visiblement, ils ne savent pas comment gérer le truc. De façon générale, sur les questions religieuses et compagnie, on sent que c'est un point difficile pour eux. Ils ne savent pas comment prendre une position. Et donc, du coup, ils envoient les policiers. En fait, faire des arrestations un peu arbitraires dans le pays, en prendre quelques-uns comme ça, et donc ils tombent par exemple sur mon client qui n'a rien à faire là, vraiment, je vous assure. Et du coup, en fait, ils en font un énorme procès médiatique en jouant justement de cette instrumentalisation pour donner l'impression qu'ils traitent le problème. Sérieusement, moi, la vidéo initiale qui a généré tout ce torrent de haine m'a profondément choqué. De la même façon, moi je suis chrétien pratiquant, quand Fromet sur France Inter chante Jésus et mais moi aussi, ça me choque. Moi aussi, ça me choque. Mais en fait, on a le droit de me choquer en France. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que ça justifie que j'envoie à une fille qui me choque ou à un chanteur qui me choque, je vais t'égorger, je vais t'enterrer vivant. C'est tout ce que je dis. Je comprends que la vidéo ait choqué des gens. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi une seule religion en France, lorsqu'elle est critiquée, suscite ce genre de torrent. Parce que le christianisme a été... Non mais le christianisme a été critiqué. Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais est-ce qu'il y a déjà eu une vidéo concernant une autre religion? Peut-être qu'il y avait eu une vidéo concernant une religion, il y aurait eu la même chose. Sur France Inter, d'une radio publique quand même... Ça n'a rien à voir, c'est un sketch. Arrêtez, c'était une parodie. Non mais attendez, c'est un parolier qui a été applaudi sur une radio publique. Il n'a jamais été menacé de mort. Il n'a jamais
reçu des menaces, d'égorgement, etc. Cette parodie m'a choqué. Qu'est-ce que vous en savez qu'il n'a pas reçu des menaces? Moi, je suis persuadé qu'il en a reçu. Je pense que si on en a reçu, il en aurait fait état. Moi, je vous dis qu'il en a. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'en a pas reçu 100 000. Vous voulez que je vous dise? Moi, je pense qu'il en a reçu. Il n'en a pas reçu 100 000 parce que l'ampleur. Deux, ça n'avait rien à voir. C'était une personne qui faisait une parodie. Alors une parodie, on aime, on n'aime pas, mais bon, voilà. Quel est le point commun entre Mila, Éric Zemmour, Zineb El Razoui, etc. Enfin, il y en a quand même un certain nombre. C'est quoi le point commun? Ils sont tous sous protection policière. Ils sont tous sous protection policière. D'accord? Ils sont menacés en permanence, 24/24, et sont obligés. L'imam Chalgoumi, même chose. Parce que lui prône un islam d'ouverture. Donc, si vous voulez, le problème... quel que soit le sujet, vous déroulez toujours la même chose. Non, mais c'est vrai. Oui, mais demain, je vais parler de Roger Federer, vous allez me sortir, non, mais là, le problème, c'est que la vidéo concerne l'islam, il me semble. Mais vous ressortez Zemmour... Elle ne concerne pas la religion des Iroquois, là. C'est bien l'islam qui est démonstration. Je trouve que là, c'est la démonstration, justement, qu'on est en train de tomber dans le piège qui nous est tendu, c'est-à-dire on utilise une jeune femme qui a eu des propos qui sont ridicules, déplacés. Ça a créé une réaction sociale qui, pour une partie d'entre elles, extrêmement déplacée et grave, très bien. Et à partir de là, en fait, à partir de cette jeune fille qui n'aurait jamais dû sortir de l'anonymat, qui aurait dû être protégée et point, et s'assurer que les choses se calmaient, on en a fait une affaire nationale où on commence à avoir des débats atroces sur les questions religieuses, sur la question de qui est coupable de quoi, etc. Alors même, mais ça profite à quelqu'un. En fait, il y a des gens qui instrumentalisent cette affaire. Mais bien sûr, qui fait monter dans les médias cette affaire, qui l'amène à quotidien, qu'on entende les autres. Qui pousse cette affaire pour en faire quelque chose. Qui fait, vous dites les frérots? Et je finis là-dessus. Juste, je finis là-dessus, monsieur. Qui fait que mon client, encore une fois, qui est catholique, donc ça n'a rien à voir avec une question de religion, se retrouve en garde à vue, perquisitionné pendant 48 heures, enfermé, et aujourd'hui au tribunal, et risque de 2 ans de prison. C'était quoi les tweets? C'était quoi ce qu'il a mis sur les réseaux? Il a dit, je vais vous le dire en détail. Non, Fleury, c'est important, mais c'est important de vous le dire. Il a dit qu'elle avait une sexualité qui n'était pas épanouie et qu'il allait corriger. Non, il n'y a pas de menace. D'ailleurs, il n'est pas poursuivi pour menace. Il n'est pas poursuivi pour menace. Il faut comprendre que l'échantillon des 13 personnes qui ont été chopées, c'est un échantillon qui est censé être représentatif du vivre ensemble. Bien sûr que si. Le scandale, c'est justement qu'on est instrumentalisé. Il n'est en rien représentatif des 100 000 personnes qui ont été blessées. Je crois qu'en fait, Jean Messia, en plus, il dit exactement ce que la plupart des gens disent ici. Et il veut quand même se mettre contre nous. Jean Messia, je veux dire ce qu'il dit. En fait, vous devriez dénoncer l'impuissance de ce gouvernement par rapport au terrorisme, par rapport à l'incapacité à protéger les personnes qui peut dénoncer le gouvernement. Et le fait qu'ils utilisent ce genre d'affaires, qu'ils utilisent ce genre d'affaires pour masquer leur impuissance. C'est ça ce qui est en train de se passer. Je vais vous dire un truc. Vous avez parlé tout à l'heure d'instrumentalisation, mais qui a effectivement dénoncé cette affaire? Parce que je vais vous dire, la gauche, l'extrême gauche, la France insoumise, le Parti socialiste, tout ça, ils ont été aux abonnés absents. De la politique, s'il vous plaît. Les associations et Jean Messia. Les associations féministes LGBT, ils ont été aux abonnés absents, alors que c'est leur fonds de commerce. Tu m'écoutes, s'il te plaît, sans rigoler. Genre, il y a une règle ici. Quand je parle, tu te tais. C'est la règle pareille pour tout le monde. Sinon, tu ne reviens plus. Non, mais je te le dis, je t'aime beaucoup, mais tu ne reviens plus. Je suis seul contre tous. Tu n'es pas seul contre tous, il y en a plein qui sont d'accord avec toi. Il n'y a que toi qui parles. Comment tu veux savoir si tu es seul contre tous? Mais arrête, tu m'énerves. Je vais finir par. Je te jure, je vais finir par vraiment m'énerver. On applaudit. Non, mais je te le dis. Allez. Moi, évidemment, je suis contre le cyberharcèlement. Je suis contre le cyberharcèlement. En revanche, dans le cas de Mila, je pense qu'il faut arrêter, désolé, mais de victimiser cette fille qui passe son temps à cracher sur toute une communauté. Mila. Non, mais c'est pas une raison pour la menacer de mort. Je ne cautionne pas le cyberharcèlement, mais on en a fait un symbole du cyberharcèlement. Il faut dire qu'il y a aussi plein de jeunes qui se font harceler et cyberharceler gratuitement, à cause de leur physique, à cause de leur religion, à cause de leur sexualité. Et elle, pardon, mais je trouve qu'elle passe son temps à provoquer, dire constamment qu'une religion c'est de la merde et s'en prendre à une communauté. Après, faut pas s'étonner, et je ne cautionne pas le harcèlement, mais c'est de la provocation, je suis désolé. Mais non, je suis désolé. On ne peut pas te menacer de mort parce que tu dis ça. Donc Charlie, même Juan Branco l'a dit. Non, mais d'accord, mais très bien. Donc Charlie, il faut dire aussi qu'il y a des gens qui se font cyberharceler gratuitement et que ça c'est de la provocation. Les caricatures, alors à ce moment-là de Charlie. Non, mais ça va pas jusque-là, c'est des menaces de mort. En fait. Charlie aussi avait eu des menaces de mort avant. Il n'y a pas eu que ça. Non, mais elle a raison, Géraldine, là-dessus. Non, moi je pense que déjà, quand on parle de Mila, il faut savoir que même nous, en tant que simple chroniqueur, c'est risqué. C'est-à-dire qu'on met une tête dans le jukebox et on peut avoir très bien ce soir. Moi, j'ai eu hier, par exemple, sale pute crève. Bon, voilà. Donc, c'est pas sympa. Non, mais c'est souvent. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, maître, et ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de banaliser les menaces, de banaliser les insultes, de banaliser, par exemple, les adresses personnelles. Par exemple, comme le monsieur
de Sergi, de mettre moi on avait mis par exemple l'adresse quand j'avais parlé d'un problème, le problème de Ménel, de l'adresse de l'école de son enfant. Je trouve qu'il n'y a pas de raison et je trouve que c'est bien qu'il y ait des sanctions. Voilà. Et donc voilà. Donc moi je trouve que des sanctions, mais après bon effectivement la prison non. Alors, vous dites oui, Gilles Verdez. Oui, je dis oui. Très étonné. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le cyberharcèlement, le cyberharcèlement, ça tue. Et ça peut tuer des gens. Donc c'est un procès exemplaire, on le sait. Vos clients, ils risquent de payer pour cette nouvelle loi parce que le gouvernement veut mettre un terme. Avec la vie des gens, ça pourrait être votre fils, ça pourrait être vous, on ne joue pas avec la vie des gens. Mais laissez-moi juste terminer. Ceci dit, moi je le dis, et je sais que je suis minoritaire, je ne suis pas Mila parce que j'estime que Mila est instrumentalisée, que Mila devrait, je pense, faire un peu silence, se protéger elle-même. Elle sort un livre là. Je ne comprends pas pourquoi elle ne fait pas attention à elle. Alors attention, il faut liberté d'expression. Il faut surtout mais tu dis pas. Tout au contraire. Non, laissez-moi. Mais non, mais j'essaie de dire. J'essaie de donner ma pensée. La critiquer, c'est légal. Mais laissez-moi finir. C'est illégal. Voilà. Liberté d'expression pour Mila, qui n'a pas franchi les limites de la légalité, mais je trouve que c'est trop. Elle sort un livre, elle s'expose trop. Et pour elle, je pense qu'il faudrait la protéger. Benjamin Castaldi, après, on vous redonne la parole. Je vais faire un petit tour de piste. On ne peut pas s'indigner à géométrie variable. Bah oui. Quand Benjamin est sur le plateau, ce qu'il a entendu sur son téléphone, excusez-moi, c'est aussi abominable que ce qu'a dit Mila. Alors, elle était jeune, peu importe ce qu'a dit Mila, c'est horrible. Elle aussi, elle mérite d'être condamnée. Elle aussi, elle mérite d'être punie. C'est pas illégal ce qu'elle a dit. Non, mais attends, si. Arrête, c'est pas illégal. Ah oui, c'est pas illégal. C'est horrible. Moi, ce qu'elle a dit, c'est horrible. C'est horrible, mais on peut pas la menacer. C'est pas pire de dire ça que ce que le monsieur a dit au téléphone. Le blasphème est autorisé en France. C'est insultant. C'est insultant. Il a raison sur ça, Jean. Oui, moi, je trouve ça insultant. Non, mais moi, je dis comme Géraldine, effectivement, il y a deux choses. Il y a, est-ce que Mila tombe sous le coup de la loi ou pas? Elle ne tombe pas visiblement sous le coup de la loi. Et puis, il y a, est-ce qu'on peut, au nom d'un emportement, effectivement, parce qu'on peut être heurté, blessé... Ah, mais moi j'ai été heurté par la vidéo. Mais bien sûr, vraiment. Mais bien sûr, mais c'est horrible. Mais c'est pas parce qu'on est heurté, blessé qu'il faut qu'on appelle au viol, qu'on appelle au meurtre, qu'on appelle à l'égorger, à la violer, etc. Je pense que ça aurait été plus malin, justement, de lui expliquer les choses à Mila. Et c'est vrai, bah oui, ça n'a pas été la bonne pédagogie, je suis d'accord. Et là, pour le coup, moi, je crois effectivement à la valeur pédagogique de ce procès pour dire attention derrière votre ordinateur quand vous dites quelque chose. Vous croyez que vous êtes le seul et que ça va être peut-être tweet, un mail que vous allez recevoir, mais peut-être que la personne va en recevoir 100, 200, Nicolas Pierre-Nicolas, je fais un petit tour de piste, après je reviens vers vous. Moi, je pense qu'il faut prendre conscience des choses à un moment donné. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace de liberté qui permet de dire n'importe quoi à n'importe qui. Le harcèlement, effectivement, tue dans la rue, on le condamne. Pourquoi on ne le condamnerait pas aujourd'hui? Quand monsieur vous dites ce n'est pas votre enfant, mais ce n'est pas une réponse. Je veux dire, à un moment donné, moi, si j'ai mon enfant qui harcèle quelqu'un, qui traite quelqu'un ou qui menace de mort quelqu'un, c'est quand même extrêmement grave. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a des personnes qui ont été prises dans ce procès qui n'ont rien à y faire. Qui n'ont rien à y faire. Mais pour l'instant, on ne sait pas s'ils n'ont rien à y faire. Mais si, pardonnez-moi, j'ai accès au dossier. Monsieur, il y a eu des menaces de mort. Il y a eu des menaces de mort. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Est-ce que je parle de ces personnes? Je parle de mon client. Je vous ai exposé quand même les faits de façon assez détaillée. Je parle de lui. Votre client est là par hasard. Je parle de lui et de lui seul. Et ce que je vous explique, c'est que justement, à un moment donné, le gouvernement devait montrer qu'il faisait quelque chose. Ils devaient montrer face à la pression médiatique et sociale. Et donc, ils sont allés chercher des gens... Vous tombez toujours sur le truc politique. Est-ce que vous trouvez, par exemple, normal, hier, que Géraldine ou d'autres autour de la table se fassent traiter de pute, se fassent insulter, se fassent menacer de mort? À un moment donné, il va falloir mettre une règle et qu'il y ait de la réactivité. Il faut que ça bouge. Vite, c'est urgent. Nous, on n'est pas instrumentalisés par ailleurs. Vous ne jouez pas avec la vie de quelqu'un juste pour envoyer un message à une communauté ou à des personnes. Le procès pénal n'a pas pour fonction d'écraser quelqu'un juste parce qu'il fallait écraser quelqu'un, qu'il fallait envoyer un signal à la société qu'on faisait quelque chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est très important de le signaler. Qu'il y ait des menaces effectives qui doivent être condamnées, c'est une chose. Ce que je suis en train de vous dire, simplement, c'est que dans ce procès spectacle qui a été monté, on a mis des gens qui n'ont rien à y faire, qui n'ont aucune volonté de participer à un harcèlement ou quoi que ce soit, qui ont commenté un fait d'actualité, parce qu'encore une fois, Mia a joué ce jeu de devenir une figure publique, il faut le dire quand même. On ne parle pas de la première fois où elle a juste fait une story. Et je voudrais dire une dernière chose, parce que c'est très important pour moi. Dès le moment qu'on est en train de commenter, de dire est-ce que Mila a bien fait ou pas bien fait, etc., on est déjà en train de tomber dans le piège. Encore une fois, cette fille n'a rien à faire dans le débat public. On ne devrait pas être en train de s'étriper mutuellement. On devrait comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de se déchirer sur un sujet qui n'aurait jamais dû être dans l'espace public et qui ne devrait pas être instrumentalisé pour envoyer des signaux quoi que ce soit. Alors, le droit pénal, ça ne sert pas à ça. Il y a des tweets, il y a des gens qui disent voilà, c'est pas une raison pour la menacer de mort, même si sa vidéo est abjecte. Il y a des gens qui disent aussi
le dis. Pourquoi elle a recommencé quelques mois après à insulter encore l'islam? Elle a été pas si traumatisée que ça alors. Voilà, donc je vous dis ce qu'on dit. Hein, après, voilà, oui. En fait, là, la question, c'est faut-il emprisonner les cyberharceleurs? C'est pas faut-il juste les punir ou les sanctionner, c'est faut-il les emprisonner? Aujourd'hui, déjà, on n'arrête pas de dire qu'il n'y a plus de place dans les prisons. Alors déjà, en France, créons plus de prisons et mettons les gens qui font vraiment du mal dans la vraie vie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui sont mauvaises à mettre en prison avant les cyberharceleurs qui envoient un truc. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, ça peut tuer. Mais non, il faut sévir là-dessus. Aujourd'hui, Cyril, sur les réseaux, on aime beaucoup plus facilement, on déteste beaucoup plus facilement, tout va plus vite. Vous dites ici tout le temps, la télé, c'est que de la télé. Les réseaux, c'est que des réseaux. Et le cyberharcèlement, dans son nom, c'est écrit, c'est cyber. Tu éteins ton téléphone, tu n'as plus de harcèlement. Il y a des jeunes élèves, il y a des jeunes collégiens, des lycéens qui vivent des drames à cause du cyberharcèlement. Bernard Montiel, qu'on n'a pas entendu. Maître Branco, il s'y connaît en instrumentalisation. On se rappelle de Griveaux et des montages politiques. Il est expert en la matière. Alors il ne vient pas pour ça ce soir. Non, mais je lui rappelle, parce qu'il ne parle que d'instrumentalisation, c'est vrai. Mais vous pensez que l'affaire Griveaux n'a pas été instrumentalisée contre moi? Vous pensez vraiment que j'ai participé à l'affaire Griveaux? Bien sûr, complètement. Eh bien non, j'étais l'avocate de la personne, c'est tout. Et on a essayé de l'insinuer que j'avais fait. On ne va pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet, mais vous avez été très largement impliqué. Mais vous parlez d'instrumentalisation, c'est intéressant. Donc pour en revenir à notre affaire, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pour ça que je dis, pour en revenir à notre affaire, Mia a eu tort. Ce qu'elle a fait, c'est affreux et condamnable, évidemment. Mais c'est dans le droit français, elle avait le droit de s'exprimer. Maintenant, ce que je dois dire, les cyberharceleurs, bien sûr qu'il faut les condamner et très fermement, parce que c'est insupportable. Il y a des suicides. Vous avez été cyberharcelé, vous, en plus. Oui, absolument, oui, bien sûr. Mais tous, encore récemment, dès qu'il y a une notoriété, on n'est jamais regardé. Et c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on dit des conneries sur le réseau qu'il ne faut pas les condamner. C'est insupportable. La première dauphine, April Benayoun, elle avait reçu des tweets antisémites. Ils ont été retrouvés, les harceleurs, et je trouve que c'est très bien et c'est un très bon signal. Jean Messia. Il faut. Alors, moi, j'ai rien dit. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que la séquence était bonne. C'est un des trucs que j'avais mis au début. Là. Alors, dites-nous. Oui, non. Évidemment qu'on peut regretter, y compris l'évolution de Mila. Qui maintenant est fait, même physiquement, c'est créer un personnage. Et on peut le regretter parce qu'elle est victime et bourreau. Maintenant, on oublie qu'au tout départ, c'est parce qu'elle avait été agressée verbalement qu'elle avait commencé à réagir violemment. Exactement. Donc il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Et effectivement, non, de toute façon, c'est inexcusable de proférer des menaces de mort et tout. Moi, je suis contre l'emprisonnement. Je suis pour qu'il y ait un suivi sur le casier judiciaire et qu'il y ait voire éventuellement un bracelet électronique pour certains. Oui, alors. C'est-à-dire que énormément de musulmans condamnent également les menaces de mort qu'elle a reçues. Il ne s'agit pas de dire que d'un côté, vous avez quelqu'un qui insulte l'islam et de l'autre côté, tous les musulmans qui sont contre. Non, mais je précise. Je dis qu'il y a énormément de musulmans qui, un peu comme les chrétiens quand il y a des choses contre eux ou les juifs, sont très choqués, mais en même temps ne justifient pas pour autant les menaces. Quant à l'instrumentalisation, je suis désolé, quand on dit Mila a été instrumentalisée, mais ça choquait personne lorsque quand Julien Audoux l'a viré, a fait virer la femme voilée du conseil régional, ça choquait personne que cette affaire ait été instrumentalisée de manière abjecte. Tout le monde était d'accord pour en faire une affaire politique. Là, évidemment, comme ça ne rentre pas dans les œillères idéologiques du système, on est très emmerdé, donc on ne dit pas d'instrumentalisation. Mais non, je crois qu'une affaire comme ça, comme dans l'autre affaire, c'est normal que lorsqu'il y a une affaire publique, ça soit instrumentalisé, que les uns et les autres donnent leur avis. On est dans une démocratie, on est dans une dictature. C'est juste que je défends une personne, un jeune Français qui n'a pas de position sociale particulière, favorable, et qui se retrouve pris dans une machine. Il a quand même été arrêté par l'antiterrorisme. Enfin, vous voyez, je veux dire, juste pour faire exemple, c'est la mauvaise personne qui tombe et on essaie de le détruire à partir de ça. Il risque 2 ans de prison pour rien. Et je pense que revenir au niveau humain et revenir aux conséquences que justement tous ces grands débats politiques, etc., peuvent avoir sur des gens normaux français qui à un moment donné ont fait un tweet qu'ils auraient peut-être pas dû faire, mais qui encore une fois n'était pas une menace, n'était pas adressé à elle, n'ont en fait rien à se reprocher si ce n'est d'avoir été un peu bête à un moment en commentant un fait d'actualité. Comment ces personnes-là se retrouvent au milieu de cette machine parce que ça sert les intérêts de tel et tel qui veulent justement faire leur argent et leur notoriété à partir de là. Et c'est juste, moi je suis du côté de cette personne, je défends et j'essaie d'éviter des conséquences du fait bien que ça pas. Oui,
Oui à 62%, vous voyez ou pas? Oui à 62%, non à 38%. Vous voyez, donc il faut des sanctions. C'est vrai que la plupart des gens, mais je crois que la plupart des gens, ils sont un peu d'accord avec nous. Ils ont été choqués par la vidéo, mais évidemment, il ne faut pas aussi non plus menacer de mort. Et sur les réseaux sociaux. Mais je pense que personne ne défend dans ce débat le fait qu'il faille harceler, qu'il faille menacer de mort, etc. Bien sûr, non, mais c'est sûr, personne, ne vous inquiétez pas. Personne. Et c'est vrai que le cyberharcèlement, là, je suis pas d'accord avec Delphine. Ça, c'est à prendre très, très au sérieux. Et justement, il faut justement faire des exemples là-dessus parce que c'est extrêmement grave.